Eh bien, bonjour. Merci d'être venu à cette deuxième session du colloque Chimie douce. Donc, je suis François Ribaud et mon collègue David Porteau, à côté de moi, allons modérer cette session. Donc, je vais tout de suite passer la parole à la première intervenante, qui est Vanessa Prévost, donc, qui nous vient de l'ICCF, c'est-à-dire l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand, où elle développe une thématique sur les HDL, hydroxyde double lamellaire, et tout ce qui en dérive, c'est-à-dire les matériaux hybrides qu'on peut en faire, les matériaux bio-hybrides et biocompatibles qu'on peut en faire. Voilà. Et je regarde ce que j'ai pris mes notes, et elle s'intéresse particulièrement à la synthèse de ça, donc je vous laisse tout de suite la parole pour une présentation. Voilà, à toi. Merci. Donc d'abord, je voudrais remercier évidemment Clément pour l'invitation et d'être là. Alors, comme ça a été dit ce matin, c'est toujours agréable de retrouver plein de visages qu'on voit d'habitude un peu ailleurs, un peu partout, et de les retrouver ici au collège. Donc, je suis particulièrement honorée et contente d'être là avec vous. Donc effectivement, moi aujourd'hui, je vais vous parler de chimie douce. Alors Thierry ce matin a dit que la chimie douce, c'était vraiment adapté à la silice. Et donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler de matériaux qui ne contiennent pas de silice. Et donc, je vais essayer de vous montrer le challenge qu'il y a d'appliquer des procédés de chimie douce à des hydroxydes, et en particulier à une famille de matériaux qui sont les hydroxydes double lamellaires. Donc, si on regarde, je vais d'abord vous décrire un tout petit peu ces matériaux. Donc, ces matériaux lamellaires, hydroxylés, qui dérivent de feuillets brucitiques, et qui sont des matériaux naturels, donc ils appartiennent à la famille des argiles. Et on va voir ici différentes catégories ou différentes compositions qui sont identifiées sous forme naturelle, donc ils ont leur nom ici minéralogique, et ils vont adopter des groupes d'espaces différents, et donc vous avez des phases qui vont se former souvent par chimie d'altération des roches, et qui vont être présentes souvent en association avec d'autres minéraux. Ce qui est important de souligner, c'est qu'à l'inverse des argiles cationiques, eh bien, ces argiles qu'on appelle anioniques ne sont pas tellement abondants dans la nature, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir les exploiter sous forme de carrière. Mais par contre, ils vont avoir des spécificités assez intéressantes. Alors ici, vous voyez les feuillets, donc on n'a effectivement que des octaèdres, pas de silice, uniquement des cations divalents et trivalents, avec une partie de divalents qui sont substitués par des trivalents, et c'est cette substitution qui va générer des charges positives à la surface des feuillets. Ces charges, elles vont être contrebalancées par la présence d'anions. Donc dans les systèmes naturels, vous voyez que les anions, c'est essentiellement des carbonates qui ont une très forte affinité avec ces matériaux. Et puis, je vais essayer de vous montrer qu'on peut jouer très fortement sur toute cette composition chimique une fois qu'on se dit qu'on les trouve dans les sols, mais qu'on peut aussi les faire au laboratoire. Alors, quand on regarde un petit peu plus en détail ce qu'on va envisager de faire quand on va essayer de faire des HDL synthétiques, eh bien, on va essayer de jouer sur la composition chimique du feuillet, en jouant sur la nature des cations divalents et trivalents, en envisageant même d'intégrer des espèces soit qui vont être monovalentes, comme du lithium, ou encore des tétravalents, du zirconium ou du vanadium. Et puis, on va jouer sur la nature du domaine interlamellaire, en essayant d'intercaler des espèces un peu plus complexes. Donc, vous voyez ici des oxoanions, des complexes anioniques, mais aussi toute une kyrielle de molécules organiques qui pourront être anioniques dans la majorité des cas et qui pourront être fonctionnalisées soit par des fonctions carboxylates, sulfonates ou phosphonates. Et puis, je vous montrerai dans la fin de mon exposé qu'on peut aller vers des systèmes biohybrides. Et là, ce sera des molécules qui seront biologiques, donc des acides aminés, mais aussi des brins d'ADN, par exemple. Et puis, moi, je me focaliserai plus sur des macromolécules que sont les protéines ou encore les bactéries. Alors, en fonction de la substitution que vous allez avoir dans votre feuillet, vous allez pouvoir contrôler la densité de charge et donc contrôler la densité d'espèces dans le domaine interlamellaire. Vous pourrez donc contrôler la capacité d'échange anionique. Donc, ce qui est intéressant pour ces matériaux, c'est qu'effectivement, ils font partie d'une des seules familles, enfin, il y en a quelques autres, mais assez peu, d'échangeurs anioniques. Et puis, je vais essentiellement aujourd'hui focaliser mon exposé sur la possibilité de contrôler, donc justement grâce à ces procédés de chimie douce, eh bien, la taille des objets qu'on va former, des particules, leur agrégation, et puis aussi les défauts qu'on pourra générer à l'intérieur. Donc systématiquement, l'idée, c'est de dire qu'on va partir de chimie en solution, donc de précurseurs moléculaires qui sont toujours relativement simples. Ce sera des sels de cations métalliques divalents et trivalents dans la plupart des cas. Et puis nous, on va surtout s'intéresser ici à un triptyque, de se dire que sur cette chimie-là, eh bien, on va former des matériaux, on va regarder la structure qu'on obtient, et puis on essaiera de les relier à des propriétés et éventuellement d'aller vers l'étude de performance et d'application industrielle. Je vais relativement peu parler des applications de ces matériaux aujourd'hui, et je vais plutôt focaliser la présentation sur justement l'apport de la chimie douce pour cette famille de matériaux. Alors juste, puisque je ne le détaillerai pas, je vous présente un tout petit peu les domaines dans lesquels ces matériaux sont particulièrement étudiés. Donc il y a effectivement l'environnement, donc pour tout ce qui sera absorption et puis piégeage de polluants, mais on peut aussi développer, grâce à ces matériaux-là, des capteurs ou des biocapteurs pour doser et pour évaluer les quantités de molécules organiques polluantes
ou inorganiques, souvent dans l'eau. On va aussi développer des applications biomédicales, du fait, entre autres, qu'on peut immobiliser ces biomolécules. Et donc là, on aura des propriétés intrinsèques à ces matériaux qui sont des antiacides. Donc typiquement, le malox, c'est une hydrotalcite. Donc c'est ce type de matériau-là, donc à l'état naturel, qui peut être utilisé. Mais on peut aussi faire du relargage contrôlé de principes actifs en intercalant des molécules actives dans le domaine interlamellaire. On peut utiliser la surface des matériaux fonctionnalisés en tant que surface antibactérienne. Et puis, on peut aussi envisager de développer des systèmes de bioimagerie en justement insérant des éléments adéquats au sein du matériau. Alors, il y a tout le domaine de la catalyse, qui était un des premiers domaines étudiés aussi pour ces matériaux. Alors, on va couvrir des domaines qui vont aller de la catalyse basique à des catalyses basées sur des réactions redox, ou encore comme support de catalyseurs, et entre autres, en particulier, des macrocycles ou des complexes. Et puis, actuellement, on voit un essor important, entre autres par une problématique énergie, autour de tout ce qui fera application en électrocatalyse ou en photocatalyse, et entre autres en réaction d'évolution de l'eau. Et puis, il y a un aspect dont je parlerai un tout petit peu plus, qui est l'utilisation en biocatalyse. Parallèlement, c'est aussi des matériaux qui sont utilisés en tant que matériaux de batterie, alors assez peu, mais plutôt en tant que supercapaciteurs. Et puis, de leur côté anisotropique, donc c'est des plaquettes bidimensionnelles, eh bien, il y a un facteur de forme qui est particulièrement intéressant pour pouvoir les utiliser comme charge dans des polymères, et donc c'est largement utilisé. Et donc au laboratoire, c'est pas mal développé par Fabrice Leroux autour du domaine des nanocomposites pour améliorer les propriétés, qu'elles soient mécaniques, barrières, anticorrosion, des matrices polymères. Donc voilà pour la présentation générale de ces matériaux. Donc, ensuite, si on regarde justement ce que la chimie douce peut apporter, on va voir qu'il va y avoir différents aspects qui auront été développés pour ces matériaux, et entre autres des aspects qui seront plutôt des aspects de synthèse un peu avancés. Alors, comme je vous ai dit, on part de cations divalents, trivalents, et donc c'est des réactions de précipitation. Et je ne vous cache pas que les précipitations, c'est relativement peu contrôlé en solution. Et donc, on va avoir des systèmes qui vont être difficiles à suivre, qui seront relativement très rapides en solution. Et donc, on va essayer, nous, de s'attacher à justement contrôler ces coprécipitations, puisqu'il faut que le métal divalent et trivalent précipite simultanément pour former le feuillet. Pour ça, on va développer des systèmes qui seront à pH contrôlé, où on verra l'influence justement d'avoir des pH croissants en solution. On va essayer d'utiliser des bases retard pour justement avoir des phénomènes spécifiques et des contrôles de taille de particules. Et puis, on va aussi jouer sur les conditions de mélange des réactifs, utiliser des conditions un peu de post-traitement où on va améliorer la dispersité des particules. Entre autres, en conditions hydrothermales, on peut aussi appliquer des fluides supercritiques tels que le CO2 pour sécher et obtenir des phases un peu plus poreuses, confiner dans des espèces, avoir des espèces organiques qui vont permettre d'assister les synthèses, procéder par biominéralisation en présence d'enzymes tels que l'uréase, par exemple, qui permettra de décomposer l'urée sans utiliser la température, utiliser des templates sacrificiels ou bien utiliser des précipitations qui seront supportées. Et donc là, on obtiendra des matériaux qui pourront avoir des porosités et des fonctionnalités différentes. Et puis, on peut également électrogénérer ces matériaux pour faire des films minces et entre autres faire des surfaces d'électrodes modifiées. Alors, ça, c'est un peu pour la synthèse, et ça sera une grande partie de ma présentation. Après, ce qui est important de voir, c'est que comme on a une structure bidimensionnelle, on peut aussi jouer avec cette structure, à la fois en procédant à des exfoliations. Donc là, typiquement, c'est des matériaux qui, dès le départ, étaient pensés comme non exfoliables. C'est-à-dire qu'on a une densité de charge qui est telle sur les feuillets, qu'on a une cohésion de la structure qui est complètement différente de celle qu'on peut avoir dans les argiles cationiques. Donc, il faut savoir qu'une argile cationique, une laponite ou une nombrilonite, vous la mettez dans l'eau, elle va se disperser assez facilement et vous allez avoir quasiment tout de suite des monofeuillets. Dans le cas des HDL, on peut la mettre dans l'eau, on peut la mettre en suspension, vous n'aurez jamais de monofeuillet. Et donc, c'est uniquement au début des années 2000 que les premiers travaux ont montré qu'on pouvait exfolier. Et donc là, il y a eu un engouement assez fort. Et de fait, il a pu être montré par différentes méthodes qu'on pouvait, en produisant un peu plus d'efforts, exfolier ces structures. Donc, il y a pas mal de choses qui sont faites à partir de ça. Et puis, on peut aussi utiliser une propriété assez intéressante de ces matériaux, qui est la calcination-reconstruction. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des hydroxydes. Vous pouvez les calciner à des températures modérées, donc il ne faut pas produire les oxydes et ni former la cristallisation irréversible des spinels, mais vous pouvez, une fois que vous avez calciné autour de 350-400 degrés, eh bien, réhydrater ces phases et vous allez reconstruire la structure de départ. Et donc ça, c'est une propriété qui est particulièrement intéressante quand on veut un petit peu aller au-delà de certains aspects. Donc voilà un petit peu. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer juste ici, pour vous montrer la synthèse qui a été faite et qui est encore faite le plus classiquement dans toute la communauté des HDL,
C'est une coprécipitation à pH constant. Donc ici, c'est le système qu'on a, nous, à Clermont. Donc on a un pH mètre, on ajoute les sels et la soude de manière contrôlée, on précipite, on récupère un précipité, on le lave. On a souvent de la croissance interparticulaire. On va avoir un recouvrement entre nucléation et croissance cristalline. On va laisser mûrir pour gagner un peu en homogénéité. Et puis, en fonction de la composition, eh bien, on va avoir des systèmes qui vont précipiter à des pH différents, puisque, en fonction des cations divalents et trivalents, vous ne précipiterez pas les phases au même pH. Et donc, si vous voulez vous assurer une relativement bonne homogénéité chimique, il faudra veiller à cette valeur de pH. Alors, parallèlement, ce qui est intéressant, c'est que de ces roses des sables, vous pouvez induire l'obtention de nanoparticules, et ça sera simplement en jouant un tout petit peu sur les conditions. Alors, on voit que si on fait une coprécipitation rapide, donc en jouant sur la vitesse d'addition, qu'on stoppe la précipitation et qu'on soumet le précipité à un traitement hydrothermal, eh bien vous allez avoir cristallisation d'une phase et vous allez pouvoir obtenir des toutes petites particules. Donc ici, on est sur une phase intercalée par des nitrates à base de magnésium et d'aluminium. On est à peu près à 30 nanomètres en taille de particules, et ici, c'est une phase carbonate, et on est à 70 nanomètres. On a des particules qui sont relativement bien monodisperses et qui ont une faille très bien dispersée et qui ont une très bonne stabilité colloïdale. Donc ici, on a pu garder ces suspensions pendant plusieurs mois sans sédimentation. Alors ça, c'est juste pour vous souligner que dans ce domaine-là, mais comme dans tous les domaines où on va avoir des précipitations, tout ce qui sera lié à le design du réacteur et à tout ce qui sera les conditions hydrodynamiques de mélange joue un rôle primordial sur le résultat final. Et donc, effectivement, c'est assez peu regardé quand on est au laboratoire, mais dès lors qu'on veut passer au process industriel, c'est des paramètres qui sont cruciaux et qu'il va falloir ajuster. Alors, il y a différentes techniques qui ont été développées en parallèle. Donc là, c'est juste d'avoir un moulin colloïdal pour pouvoir mélanger très rapidement les réactifs et ensuite faire une phase de mûrissement. Dans ce cas-là, on a des nanoparticules relativement monodisperses. Avec Cyril Lemonnier, qui vous présentera ces travaux cet après-midi, eh bien, on a pu travailler également sur la production en flot continu d'HDL en conditions hydrothermales et de petite taille. Et puis, plus récemment encore, il y a eu des travaux qui sont assez intéressants et qui sont le développement d'une cellule liquide en microscopie électronique à transmission qui a permis de suivre in situ eh bien, l'attachement des plaquettes au cours de la croissance. Et là, vous voyez comment elles s'attachent souvent, dans la plupart des cas, bord par bord. Donc ça, c'était pour ce qui était utilisation de la sous-précipitation classique. Alors après, si on veut essayer de contrôler un peu plus cette précipitation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une base retard. Donc là, il s'agit simplement de mélanger des réactifs qui vont être solubles en solution, donc l'urée, et puis d'augmenter la température. Vous allez produire une décomposition d'urée et générer des OH- en solution de façon simultanée. Et donc là, vous allez pouvoir dissocier l'étape de nucléation et de croissance, et vous allez pouvoir générer des plaquettes hexagonales de très grande dimension, et qui seront facilement exfoliables dans le formaldéhyde, et donc vous pourrez gérer des nanofeuillets de ce type de particules-là. Alors, à partir de ces synthèses, on voit qu'on va pouvoir avoir différents paramètres qui joueront forcément. Ce sera la concentration des sels, la température utilisée, mais aussi la nature de l'agent retard. Et donc tout ça, c'est des paramètres qu'il faut contrôler si on veut pouvoir avoir accès à des particules bien définies. Alors, par cette méthode, le problème qu'on va avoir essentiellement, c'est qu'on aura uniquement des carbonates qui sont dans le domaine interlamellaire. Alors, quand on regarde un peu plus en détail ce qui se passe au niveau des formations de ces composés, ce qu'il faut voir, c'est que dans la plupart des cas, on caractérise par des RX. Et là, on dit, c'est bon, j'ai la phase HDL, surtout que ce n'est pas très bien cristallisé, il n'y a pas beaucoup de raies. Et donc, tout le monde dit, off, c'est bon, j'ai fait un HDL, donc c'est ce qu'on trouve dans la littérature. Quand on regarde un peu plus en détail sur la structure, et entre autres sur l'ordre dans le feuillet, donc c'est-à-dire de voir comment s'organisent les cations divalents et les cations trivalents au sein du feuillet, on voit que les différentes méthodes ne vont pas donner la même structure des matériaux. Alors on va avoir des structures au sein de l'ordre au niveau du feuillet, puis on va aussi avoir des problèmes de faute d'empilement. On a des structures lamellaires, et donc on va avoir des empilements et des interstratifications qui seront possibles, et chaque matériau, en fonction de sa condition de synthèse, pourra présenter des fautes d'empilement différentes ou des empilements parfaits. Et donc, l'intérêt qu'il y a eu assez récemment, d'ailleurs, c'était de se dire, est-ce que finalement, quand on fait une phase magnésium-aluminium, par coprécipitation ou par méthode urée, est-ce qu'on est ordonné, est-ce qu'on n'est pas ordonné en fonction des conditions de synthèse? Alors, on voit dans la littérature que les réponses, elles ont été variées. Donc, on voit que, par exemple, dans le groupe de Claire-Gray, ils ont dit non, il n'y a pas de défaut dans les structures, il y a une phase coprécipitée avec un traitement hydrothermal conduit à un ordre dans les feuillets magnésium-aluminium.
Parallèlement, des études menées à Orléans et à Montpellier ont montré que dans certains cas, on pouvait avoir un sort de désordre, et c'est ces espèces-là qui montrent qu'il y a du désordre dans les feuillets et qu'il y a certains cations qui n'ont pas l'environnement souhaité. Et donc, si on regarde un peu plus finement, pourquoi est-ce qu'on va avoir une telle différence entre des matériaux qui sont faits à peu près dans les mêmes conditions, on voit qu'en fait, dans un des cas, on va avoir des conditions qui seront plus drastiques en termes de température et on va pousser l'ordre. Et donc, c'est ce qui conduit effectivement à avoir des feuillets ordonnés dans ce cas-là, alors qu'on a à peu près la même composition chimique. Alors nous, on a fait à peu près la même chose avec une collègue danoise sur une phase à base de zinc et d'aluminium, et on a de même constaté qu'en fait, quand on faisait une coprécipitation à pH constant pour une phase HDL, alors que les DRX nous donnent toujours une structure HDL qu'on peut bien indexer et qui semble pure, eh bien on va voir que dans certains cas, et entre autres quand on va faire la méthode urée, il est impossible d'éviter la formation d'hydroxyde d'aluminium, qui sont les germes formés au départ, parce qu'on va avoir une formation en pH croissant. Et donc ces germes-là restent présents et on aura toujours de l'hydroxyde d'aluminium dans notre structure. Et donc une phase qui, même si cristallographiquement, elle semble parfaitement cristallisée, mais mieux que celles qui sont formées par coprécipitation classique, eh bien on aura des défauts. Alors, à partir de ces deux méthodes-là, c'est intéressant de voir si on peut aller un peu plus loin et transposer ces méthodes en jouant un petit peu plus sur la nature de l'agent précipitant. Et en particulier, il y a une méthode qui a été décrite, qui est la méthode époxy, qui permet un autre type de contrôle des tailles de particules. Donc, dans ce cas-là, on va partir d'un époxyde et on va jouer sur le côté piège à protons, et donc on va induire une augmentation simplement par l'ouverture de l'époxyde et donc le relargage de OH-. Donc ça, c'est souvent fait en présence d'iode, de chlore ou d'halogène de ce type. Donc vous avez une coprécipitation qui va se faire à pH croissant. Vous formez assez rapidement une phase HDL qui est relativement bien cristallisée, et en fonction du temps, on contrôle la taille des objets. Alors, ce qu'on a fait avec un collègue japonais, c'est d'aller un tout petit peu plus loin sur ce domaine pour une phase nickel-aluminium et d'essayer de voir si on pouvait obtenir des nanoclusters et donc de limiter fortement la taille des objets. Et de fait, si vous réalisez à peu près la même synthèse, mais cette fois-ci avec du propylène oxyde, eh bien vous allez pouvoir, en présence d'ACAC, passer par une transition sol-gel. Vous allez avoir gélification de l'espèce. Donc là, vous avez beaucoup d'hydroxyde d'aluminium qui va être consommé progressivement. Et quand tout l'hydroxyde d'aluminium sera consommé, eh bien vous allez retrouver une solution liquide. Et là, si on caractérise cette solution-là, qui est très limpide, eh bien, elle est formée de nanoclusters d'HDL qui font à peu près entre 8 et 10 nanomètres, qu'on peut mettre en forme sous forme de film mince, par exemple, de façon très aisée, et donc manipuler comme une solution colloïdale de très petite taille. Donc ça, c'était pour l'agent précipitant. Alors, on peut aussi jouer sur la nature des complexes en solution. Donc, on partait pour l'instant uniquement de cations métalliques qui étaient en solution avec de l'eau. Donc, on avait des phases qui étaient entourées par des OH, enfin des cations qui étaient entourées par des OH. On peut aussi essayer de former des précurseurs moléculaires en solution. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit qu'on allait partir avec nos précurseurs moléculaires, toujours pour une phase nickel-aluminium, et qu'on allait introduire de la glycine pour essayer de former des complexes de glycinate de nickel en solution. Donc on voit que les complexes se forment bien. On a ici, après ajout de soude, pas de précipitation comme on aurait classiquement en l'absence de glycine, et on forme une solution de précurseur moléculaire qu'on va déstabiliser sous traitement hydrothermal. Et en fonction du taux de glycine qu'on aura mis dans notre milieu réactionnel, vous voyez qu'on va pouvoir moduler très fortement la géométrie des objets qu'on va former. Alors là, on est déjà assez content parce que rien que pour la séance MEB, on a gagné notre journée. On se trouve qu'on a eu des résultats intéressants. Et quand on passe à la structure des matériaux, eh bien, on voit que ce n'est pas simplement une modification structurale qui a été, morphologique qui a été impliquée, mais aussi une modification structurale. Et ici, je vous mets juste en fonction du taux de glycine qu'on va avoir dans le milieu. Donc, pour un faible taux, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la phase qui se forme au départ présente, donc ici, dans le domaine intermédiaire du diffractogramme, des fautes d'empilement assez importantes. Et donc, en fait, on va avoir d'abord une structure qui sera formée sous forme dans une cellule, dans une maille hexagonale, et qui passera en rhomboédrique plus on augmentera le taux de glycine dans le milieu. Et donc, on va réduire ces fautes d'empilement et cette interstratification. Et puis ici, on va avoir, à la phase intermédiaire, bien plus d'interstratification et des feuillets qui seront soit intercalés par des carbonates, soit par des ions sulfates qu'on a mis en début de synthèse, mais une phase relativement bien cristallisée. Et puis, quand on va avoir énormément de glycine dans le milieu, on voit qu'on aura une phase très très bien cristallisée où on peut faire on résout la structure par Rivette. Et donc, le point juste intéressant ici, c'est de voir que ces différentes structures des feuillets, modes d'empilement, vont induire des réponses, et entre autres des réponses électrochimiques pour le nickel du feuillet, qui seront relativement différentes et qui pourront varier. Et on voit qu'on va exalter énormément le signal électrochimique du nickel
par exemple pour les morphologies qui sont à faible taux de glycine et qui seront ces petits disques empilés que je vous ai montrés précédemment. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est alors à condition juste des précurseurs qui permettent la synthèse. Après, on peut jouer sur le milieu dans lequel on fait la synthèse. Et donc là, je vous ai résumé un petit peu des choses qui ont été faites dans la littérature. On va pouvoir faire la précipitation en microémulsion inverse. Et donc là, on va obtenir soit des objets sphériques comme ça. On peut aussi obtenir, si on ajoute des surfactants, des structures un peu plus organisées, ou encore des nanofeuillets. Corinne et Didier à Montpellier ont utilisé des copolymères à double bloc hydrophile pour justement confiner la précipitation de ces HDL. Vous pouvez rapprocher ça de ce que Corinne présentera cet après-midi. Et donc limiter la taille des objets en jouant sur le milieu. Alors, toujours avec mon collègue japonais, un autre aspect intéressant, il avait développé un système qui reposait sur la séparation de phase. On en a parlé un peu ce matin. Et donc là, l'idée, c'est que nous, on va avoir une précipitation à faire. Donc c'est un petit peu plus compliqué quand on va être dans un système comme ça, et donc il va falloir jouer un petit peu sur la cinétique de précipitation de 9 phases. Et donc on a voulu conjuguer ce système de séparation de phase en présence de propylénoxyde avec la méthode époxyde que je vous ai présentée précédemment, et voir si on arrivait à conjuguer les deux. Donc le procédé il est relativement simple, hein, on mélange des réactifs, donc toujours les sels de métaux divalents, trivalents, le propylénoxyde comme piège à protons, et puis le système qui va générer la séparation de phase. Et donc, ce qui a été intéressant, c'est de voir qu'effectivement, on pouvait confiner la précipitation de l'HDL et au cours simultanément avec la séparation de phase, et donc obtenir cette structure assez typique des phases préparées comme ça, et qu'on avait une phase qui était relativement faiblement cristallisée. Systématiquement, il faut mettre un excès d'hydroxyde d'aluminium pour faire le liant, sinon, comme on est bidimensionnel, on ne peut pas assurer la cohésion de plaquettes à cette échelle-là. Après, on peut jouer sur les paramètres. Et ici, juste pour vous montrer qu'en jouant sur le taux de PEO, forcément, on joue sur la nature de la séparation de phase et sur les domaines formés. On va pouvoir jouer sur la taille verniculaire des objets qui sont faits, et donc jouer sur la porosité, la macroporosité de ces systèmes. Alors, on peut aller un petit peu plus loin et coupler à nouveau avec d'autres procédés. Donc, on a montré par ailleurs qu'on pouvait sécher et former des aérogels d'HDL. Ça permettait d'accroître la surface spécifique. Et donc là, on va avoir un monolithe sous forme de gel qu'on va pouvoir justement sécher de façon différente. Et là, je vous ai juste mis en FIPSEM 2 images qui montrent clairement que quand on va sécher à l'air, classiquement, on aura quelque chose de relativement dense au niveau des feuillets, qui va être donc un mélange d'hydroxyde d'aluminium et d'HDL avec une surface spécifique qui sera relativement faible. Et par contre, si on sèche ce même monolithe, mais cette fois-ci sous CO2 supercritique, eh bien, vous voyez qu'on voit clairement une mésoporosité qui apparaît ici au sein des murs du système. Donc ça, c'était pour ce qu'on pouvait faire au niveau de gabarit souple, soft template, je ne sais pas comment on dit vraiment. Et donc maintenant, je vais vous montrer juste qu'on peut faire la même chose, mais cette fois-ci en utilisant des gabarits sacrificiels qui seront rigides. Et donc on a pu, entre autres, transposer une méthode qui est relativement bien connue maintenant en sciences des matériaux, qui est la méthode des opales inverses, aux HDL. Alors systématiquement ici, c'est souvent un système qui va pouvoir polymériser dans les 3 dimensions pour avoir une cohésion. Et donc c'était relativement challengé d'essayer de le faire, mais cette fois-ci pour des phases qui seraient justement bidimensionnelles et qui auraient une relativement faible cohésion des feuillets entre eux. Et donc on part d'un cristal colloïdal ici, donc c'est un empilement, comme Étienne nous a montré précédemment, de billes de polystyrène obtenu par centrifugation à vitesse très lente, qui est relativement bien ordonnée. Et puis, on va mettre au point des infiltrations qui devront être contrôlées, puisqu'il va falloir jouer sur la mouillabilité du cristal, qui va plutôt être hydrophobe. On va infiltrer une solution de sels métalliques divalents et trivalents. Et puis ensuite, on va infiltrer l'agent précipitant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'effectivement, au sein de ce cristal, on arrive à former une phase HDL, et puis on peut calciner, utiliser cette propriété de calcination-reconstruction des HDL, réhydrater et réobtenir une phase HDL. Ce qui est du coup assez spectaculaire, c'est que dans ce cas-là, malgré le fait qu'on ait des feuillets bidimensionnels, on maintient une structure macroporeuse, organisée, et on retrouve ici les vides qui s'organisent selon une structure cubique face centrée du cristal de départ. On peut faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, plus par précipitation en présence de soude, mais par électrogénération. Donc là, l'idée, c'est effectivement de faire des électrodes modifiées, macroporeuses. Et donc là, relativement simplement, vous faites la même chose. Donc vous déposez votre cristal, ici colloïdal, sur une surface plane. Vous appliquez un potentiel sur le substrat. Donc là, c'était une électrode de platine. Et donc, puisque vous êtes en présence de nitrate, vous allez induire la réduction des nitrates et donc générer à la proximité de l'électrode des ions OH-.
vous allez avoir une augmentation locale du pH ici, et vous allez pouvoir précipiter l'HDL. De la même façon, vous pouvez... alors cette fois-ci, on a solubilisé la matrice polymérique dans un solvant, puisqu'on était avec du nickel-aluminium et qu'on ne peut pas calciner à 450 dans ce cas-là, sinon on forme des oxydes irréversibles. Et on obtient donc une membrane ici à la surface de l'électrode qui va être macroporeuse et qui va permettre une bonne diffusion, une bonne accessibilité au site actif. Donc voilà pour tout ce qui était un petit peu comment est-ce qu'on peut jouer en associant des procédés et la chimie douce pour ces matrices HDL. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est un autre domaine qui est relativement intéressant, c'est de dire que ces matrices HDL peuvent être purement inorganiques, comme ce que je vous ai montré, mais elles peuvent aussi accommoder des anions organiques, voire bio-organiques. Alors, on va pouvoir les préparer différentes méthodes. Donc, la principale méthode qui a été développée depuis relativement longtemps, c'est l'échange anionique. Donc, vous allez simplement échanger l'anion de départ par une molécule organique. Vous pouvez aussi jouer sur la propriété d'exfoliation des feuillets, comme je vous ai dit, et puis les remettre et faire un réempilement ou du layer by layer en présence de molécules organiques. Et ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que dans le cas des HDL, comme la précipitation, elle se fait dans des conditions relativement douces, à des pH qui peuvent être relativement neutres, et donc en bonne adéquation avec la stabilité des molécules ou des biomolécules, eh bien vous allez aussi pouvoir former directement l'HDL en présence de ces espèces que vous aurez mis dans le réacteur. À partir de là, vous aurez des matériaux hybrides. Alors, vous pourrez intercaler des molécules intéressantes comme des chromophores, des molécules thérapeutiques. Donc, vous voyez les utilisations, donc les utilisations en luminescence, par exemple, ou alors en relargage contrôlé. Vous pouvez aussi compatibiliser la structure, la surface des HDL, qui est plutôt hydrophile, la rendre un peu hydrophobe et améliorer la compatibilisation avec des polymères pour faire des nanocomposites. Et puis, vous pouvez aussi immobiliser des espèces biologiques. Donc là, ça ouvre le domaine de la biocatalyse, des biocapteurs, de la bioremédiation et aussi des problèmes d'adhésion. Donc voilà ce qu'on peut faire. Donc juste pour vous montrer, quand on va s'intéresser aux molécules biologiques, on va faire un distinguo entre les petites molécules biologiques et puis les macromolécules biologiques. Jusqu'à une certaine taille, on parlera d'intercalation et on mettra en évidence que la molécule va vraiment se mettre entre les feuillets et être confinée. Au-delà d'une certaine taille, et c'est typiquement quand on va passer à tout ce qui sera enzymes et protéines, vous aurez forcément une ségrégation et vous n'intercalerez plus l'espèce dans le domaine interlamellaire. Vous ferez plutôt des composites ou des nanocomposites. Alors, les propriétés d'échange anionique, juste pour vous montrer, donc là, typiquement, vous partez d'une espèce précurseur, souvent intercalée par des chlorures ou des nitrates, et c'est juste un effet de transport de masse. Donc là, vous allez avoir l'espèce organique qui sera mise en excès. Vous allez avoir des capacités d'échange anionique qui varieront en fonction de la nature des matrices, de la composition chimique et du taux de substitution. Et donc, une surface équivalente qui pourra être calculée, qui pourra vous déterminer un tout petit peu comment vous pourrez accommoder vos molécules dans le domaine interlamellaire et discuter des arrangements. Donc ça a été relativement appliqué à toute une kyrielle de molécules organiques, donc je ne vous les détaille pas ici. Je vous ai juste mis un exemple pour l'illustrer, c'est ce qu'on a fait récemment sur des agents macro-RAF, qui sont des agents de polymérisation radicalaire contrôlée. Et donc, ils avaient déjà commencé à polymériser. Donc, ces molécules de taille relativement élevée, avec un poids moléculaire de 2000 grammes par mol. Donc, vous voyez que c'est des macromolécules. Et donc, on a réussi, simplement par échange anionique, à les intercaler dans une matrice HDL. Donc, à partir de là, on peut analyser par diffraction les harmoniques 0,0L, avoir une densité électronique selon la direction 1D et essayer d'aller un peu plus loin sur l'organisation de cette molécule organique dans le domaine interlamellaire pour voir si effectivement elle va être propice à conduire plus de polymérisation ensuite et à induire des objets, des particules nanocomposites. Et puis on peut utiliser la RMN du solide aussi. Donc là, c'est des manipettes corps qui ont été faites à Orléans pour essayer de voir si on va avoir une mobilité de la chaîne par rapport au feuillet et si elle arrive à se décrocher ou si elle est complètement collée au feuillet. Donc voilà pour ce côté. Après, ça c'est pour l'échange anionique. Après, je vous ai parlé d'élamination et de réempilement. Donc là, en fait, on peut utiliser différentes méthodes, soit simplement un restacking par mélange, soit la méthode qui a été développée et qui est maintenant bien utilisée, qui est le couche par couche. Donc dans ce couche par couche, vous allez pouvoir juste déposer successivement à la fois les feuillets d'HDL exfoliés et puis ensuite l'espèce souhaitée qui sera chargée idéalement négativement, et puisque vous allez avoir ici principalement des interactions électrostatiques qui seront mises en œuvre, et vous ferez ici un édifice par superposition. Donc ça avait été fait au départ
pas mal par Sasaki, qui a aussi pas mal développé la délamination des hydroxydes double amélaires et puis d'autres oxydes. Et donc dans ce cas-là, vous voyez qu'il a déposé sur une sphère de polystyrène qui était micrométrique, des feuillets successifs d'HDL et de polystyrène sulfonate. Donc là, je pense qu'il y a un peu plus de 20, entre 20 et 30 couches. Et puis ensuite, il arrive à solubiliser le cœur de polystyrène et à avoir une capsule creuse d'HDL. Ça a aussi été utilisé pour mimer la structure du nacre et donc avoir des composites, des nanocomposites avec des propriétés mécaniques particulièrement intéressantes. Donc ici, c'est toujours avec du polystyrène sulfonate. On fait des films et vous voyez qu'on va... et donc il est décrit dans le papier que grâce à cette méthode couche par couche, on a quelque chose qui est plutôt spécifique. Et puis, vous pouvez aussi induire un empilement avec des espèces qui seront actives, donc différents domaines, et en particulier, ici, c'est un exemple qui est basé sur la formation de films luminescents par intercalation de molécules organiques souhaitées. Alors, nous, au labo, ce qu'on a pu faire, par exemple, c'est étendre cette méthode, mais cette fois-ci pour l'immobilisation de bactéries. Donc là, on gagne un tout petit peu en taille. On est sur des macro-objets. Et donc, vous allez avoir des bactéries. Donc là, on l'a fait sur une bactérie qui s'appelle Pseudomonas ADP, qui est connue pour minéraliser l'atrazine, qui est un phytosanitaire qui a posé pas mal de problèmes avant d'être interdit en France. Et donc, vous voyez, ça, c'est nos particules de départ. Magnésium, aluminium, nitrate, et on va venir déposer successivement une couche d'HDL, une couche de bactéries, et on voit l'évolution en UV, alors qui n'est pas linéaire en fonction des tailles. Si vous faites un rapport, vous avez vraiment un tapis, et l'HDL vient successivement se déposer, mais les bactéries ne couvrent pas toute la surface, et on voit bien en AFM ici les bactéries qui sont déposées. On peut tester la viabilité de ces bactéries ensuite en présence de glucose par électrochimie, et voir qu'on a toujours une bonne viabilité des espèces biologiques. Donc voilà pour les biohybrides. Après, ce qui a été possible de faire, c'est de se dire, ces HDL qui sont formés ici dans des conditions relativement douces, eh bien, on doit pouvoir s'en servir pour immobiliser des biomolécules comme les enzymes et aller vers de la biocatalyse ou le développement de biocapteurs. Alors, ça, on l'a fait pour pas mal de bactéries, d'enzymes. Alors, en fonction de la nature de l'enzyme, de son point isoélectrique, vous allez avoir des comportements complètement différents. Il faudra varier la nature de l'HDL. Et donc, là, c'est un exemple avec la fructose 6-phosphataldolase qui fait ce type de réaction-là, donc pour des analogues de sucre. Et on a pu comparer par adsorption, donc par simple mise en contact, la capacité que pouvaient avoir les HDL pour immobiliser cette enzyme, et par coprécipitation directe. Donc là, on forme l'HDL dans ce petit réacteur de 10 millilitres directement en présence de l'enzyme, et vous voyez qu'on augmente nettement la capacité d'échange, la capacité d'immobilisation pour les HDL en maintenant quasiment 100% d'activité pour l'enzyme, et du coup, on peut réutiliser en cycle ces systèmes biocatalytiques. On peut le faire pour une enzyme, et on a montré aussi qu'on pouvait le faire pour 4 enzymes qui vont travailler en cascade. Et donc, dans ce cas-là, on maintient une bonne activité, sachant qu'il est difficile, par contre, de trouver une matrice HDL qui va avoir des propriétés de surface en termes de physico-chimie qui permettront la stabilité des 4 enzymes. Et donc, souvent, on a un système, donc là, vous voyez, c'est la DHAK, qui est une kinase, qui montre une stabilité relativement faible dans le temps, une fois qu'elle est immobilisée sur les HDL. Et donc, ça affaiblit un peu la recyclabilité du système. Donc voilà, donc juste pour conclure, la chimie douce, c'est parfait pour la silice, mais ça peut aussi être adapté à d'autres types de matériaux, et en particulier pour toutes les réactions de précipitation. Alors, c'est un petit peu plus compliqué. On peut quand même contrôler relativement bien la structure, la taille des particules et la nanostructuration, même si c'est souvent plutôt de l'observation que de la prédiction. Enfin, on arrive plutôt on arrive peu à diriger ces synthèses. On va avoir des synthèses qui pourront être, justement, grâce à ces conditions de chimie douce, confinées, et donc qui pourront générer de la porosité. Et généralement, on contrôle qu'une fois qu'on a généré ces espèces un peu macroporeuses, on va avoir des applications qui seront, ou des performances, des propriétés qui seront améliorées parce qu'on aura meilleure diffusion. Donc, pour conclure, je voudrais remercier le groupe de Clermont, les étudiants avec lesquels j'ai pu travailler sur les sujets que je vous ai présentés, les collaborateurs, donc à Clermont, et puis aussi un peu en France, et, au Japon et au Danemark, et puis les sources de financement. Voilà. Merci.